Cette semaine, dans le balado, on part en mission, on part en famille et on part à bicyclette. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick, Marlo et Jean-François Breton. Et Jeff, c'est notre 250e épisode. Eh oui, sans tambour ni trompette parce qu'on ne les numérote pas. Fait que je sais que quand ça arrive sur des chiffres de cinquantaine, je le mentionne. Mais eh oui, je pensais que ça serait la semaine prochaine, mais vous avez peut-être vu, on en reparlera. Là, on a mis en ligne hier le spécial sur le film Phoenix, dont on parlera plus tard, qui donc devient la 249e. Et aujourd'hui, on célèbre 250 épisodes. Donc, merci d'être fidèle, d'être à l'écoute. Ouais, ou d'être embarqué au fil de l'aventure. Puis tu sais, quand on dit fidèle, c'est pas d'écouter tous les épisodes. On le sait que c'est... Il y en a beaucoup de films, puis c'est quand même dense, là, mais d'y revenir une fois de temps en temps lorsque vous avez l'intérêt pour un film, ou que vous allez faire une longue marche de 50 minutes, puis vous cherchez quoi écouter. En plus, c'est presque synchro, parce qu'on fait un peu plus qu'un épisode par semaine en moyenne à cause des épisodes spéciaux et des rétrospectives, des affaires comme ça. Fait que l'anniversaire du balado est le 24 septembre 2021. Oui. On avait commencé avec Maria Chapdelaine à l'époque. Fait que, tu vois, on tombe en 250 à presque 4 ans. Là. Fait qu'on a un rythme de plus que 50 par année, ce qui serait normalement une année normale, ça serait 50. Fait qu'on prend de l'avance. Fait que le 500e, ça va être pas après 10 ans. Ça va prendre peut-être 8 ans. 8 ans, ouais. Ben, logiquement, on a fait 4 ans pour 250. Et aussi, ben là, on a plein de choses à couvrir aujourd'hui parce que je reviens de 2 semaines de vacances. Ouais. Et je sais pas si ça apparaît dans ma voix, mais je suis champion de balle molle. Oh, ben, regarde, c'est toi ton chandail des Goonies. Moi, j'ai mon chandail champion de ma ligue de softball. Alors, le sport et le cinéma. Je suis pas champion canadien, on s'entend. Je suis champion de mon niveau, de mon soir à l'Université Laval. Mais 250 épisodes, je me demandais, qu'est-ce que tu penses qui est le film du podcast? Genre, qu'est-ce qui... C'est une drôle de question, moi-même, on peut la définir ensemble. Là, je t'ai lancé ça avant d'enregistrer. Ouais. Comme, ça serait quoi à date le film qui nous définit le plus? Moi, j'ai une hypothèse, puis c'est circonstanciel à les films qui sont sortis depuis. Ouais. Je pense qu'on a parlé beaucoup de Dune puis de Denis Villeneuve. Puis c'est un peu ça que je retiens. Bien que le deuxième est sorti quand j'étais en paternité, fait qu'on l'a pas couvert comme tel, mais on en parlait beaucoup en amont. On parle beaucoup de Denis Villeneuve, puis c'est vraiment le gros projet qu'il a fait dans ce temps-là, puis le troisième s'en vient, puis tout. Fait que j'ai l'impression que c'est comme un peu le film qu'on a le plus parlé. Fait que c'est pour ça que je dirais comme... OK. Mais pas nécessairement au sens que c'est... Ben, puis les deux, on l'a bien aimé, là, les deux volets. Mais après, tu me parlais peut-être que... C'est vrai qu'on aime beaucoup les coming of age, en général. Oui, tout à fait. Moi, je suis allé plus dans le sens coup de cœur. En tout cas, coup de cœur personnel. Je ne sais pas si ça va être le tien. Puis en même temps, je pense que c'est un genre de cinéma qu'on aime beaucoup. Moi, c'est Everything Everywhere All at Once. Ben, c'est vrai qu'en plus, quand on a fait l'épisode des meilleurs films qui ont gagné l'Oscar du meilleur film avec Nico, c'était mon numéro 1. Voilà. Vous, il était un peu plus bas, je pense. Ben, Nico était peut-être même pas dans son top 10. Je pense que ça englobe tout ce qu'on aime dans le cinéma. Ça, c'est certain, oui. Puis c'est une des rares fois que je suis sorti d'un film, je disais, il va gagner l'Oscar du meilleur film. C'était comme... t'étais confiant à ce point-là? Parce que c'était quand même un peu plus surprenant pour l'Académie. Mais... C'est audacieux, mais en même temps, c'était tellement original, tellement solide. Fait que moi, en tout cas, moi perso, mais là, je pense à te rejoindre, je pense que c'est peut-être c'est le sûr, métier. Je préfère ça qu'à Dune même, là, parce que c'est ça, émotionnellement, ça me touche plus dans son humanité que Dune, qui est une belle aventure, qui est beau pis tout. Là. Et surtout, genre d'OVNI qui sort de nulle part comme ça, c'était comme... c'était fou. C'est ça. Ben, en fait, je crois que moi-même inclus, tu sais, tout le monde, on parlerait moins de Dune si c'était pas Denis Villeneuve. Ben oui, c'est certain. Si c'était Neil Blomkamp là, qui fait ça, on les suivrait puis c'est tout. Là, oui, il y a un peu de chauvinisme là-dedans quand même. Ouais, voilà. Fait que, c'est une bonne réponse. Ouais, c'est bon. Réponse. Mais c'est vrai que en général, tu sais, sci-fi, on est curieux, mais c'est pas beaucoup d'appelés, peu d'élus là, dans les films de science-fiction. Là. Ça va être encore pareil cet automne. Là. On verra avec Tron, avec Predator, avec des affaires de même. Là. Mais les coming of age, puis l'horreur artistique, un peu là, plus... Ben, l'horreur en général, là, on est curieux les deux, mais on en parlera de Weapons plus tard, cet épisode-ci. Ben, d'autant plus que depuis le début du balado, on a toute une nouvelle génération de cinéastes qui font du
film d'horreur d'auteur, artistique. Ouais, je pense tout de suite à Ariane Louis XVI avec Vampire Humaniste, là, c'est sûr. Puis aux États-Unis aussi, évidemment. Justement, j'ai pas noté combien d'entrevues on a faites. On avait commencé ça ça a été le fun quelques temps. Mais la première, c'était l'arracheuse de temps, puis on avait fait ça en Zoom. Ouais, oui. Puis là, après, on est rentré un peu dans le circuit des entrevues, et là, on est bien lié avec les agences de communication et de marketing. Fait que là, on a souvent des entrevues, puis on peut les rencontrer, que ce soit en se déplaçant ou eux qui viennent sur place nous rencontrer. Moi, une des plus marquantes, pas nécessairement, je sais pas si c'est pour les bonnes raisons, c'est Frontières. Puis c'était avec Guy Edouin et Pascal Bussière. Puis c'est la première fois que toi, t'étais pas là, parce que c'est arrivé comme récemment avec Phoenix, qu'on peut pas être là tous les deux, puis qu'on les fait l'un ou l'autre s'en occupe parce qu'on veut quand même couvrir le film ou que ça attire plus l'un que l'autre. Puis c'était la première fois que t'étais juste pas disponible. C'était comme trop tôt dans l'après-midi, je pense, quelque chose comme ça. Puis j'étais vraiment nerveux. Mais c'est pas un épisode, il est pas à part entière. Je l'avais comme intégré dans l'épisode parce qu'au début, on cherchait un peu notre formule, là, fait qu'il était pas en tout seul. Puis moi, j'ai fait un peu plus de montage. Puis je me souviens que j'étais quand même intimidé par Pascal Bussière, qui était comme une héroïne d'enfance, d'émissions jeunesse et tout. Puis je me souviens, j'étais vraiment nerveux devant les deux. Puis souvent, tu sais, leur réponse terminait. Puis j'étais comme, ok, ouais. Puis là, oui, bon, où est-ce que je m'en vais? Fait que là, tu sais, des fois, mes questions sautaient là, du coq à l'âne, tu sais, rapidement, là, tu sais, tu parles de... C'était plus... Les segways étaient pas du tout évidents, là, fait que je te ronfle, je viens d'avoir dit « Est-ce que je suis vraiment nerveux, là? » Je dis ça. C'est parce que, tu sais, quand t'es deux, souvent, on alterne un peu une question, aussi, là, il y a l'opportunité d'avoir un genre de volet B à notre question, ben là, on réenchaîne avant de repasser la balle, fait qu'on a beaucoup de temps de réfléchir, puis souvent, je ressors avec quand même plus de questions en tête que de réponses, au sens où je t'en développe en tête, mais là, on manque de temps en 20 minutes. Puis, souvent, ça on pourrait leur jaser 1 heure de temps. C'est ça, mais tout seul, des fois, t'es comme, là, je guide tout ça. Fait que chapeau à ceux qui les professionnels là, de la télé qui mènent des entrevues et tout, talent, de la radio. comme on dit. Ouais. Ben là, je suis plus aguerri. J'en ai fait des solos aussi, puis ça va beaucoup mieux maintenant. Et dans tes rencontres coup de cœur? C'est sûr que ma coup de cœur, parce que je pense que je l'ai déjà abordé, puis c'est peut-être au 200e, peut-être que j'en ai redit la même affaire, mais c'est Michel Hazanavicius, parce que c'est quelqu'un que je pensais jamais rencontrer. Ouais. Puis je trouve ça encore capoté que les films Opal aient fait venir Michel Hazanavicius. C'était pour couper le remake du One Cut for the Death, là, du film d'horreur coréen. Comédie d'horreur. Comédie d'horreur. Puis il avait refait ça. Tournage dès que la pandémie s'était permis. Fait qu'avec sa femme Bérénice Bejo, Romain Duris, un ami, plein de comédiens. Des premières fois qu'on voyait Raphaël Quénard avant la vague là, qui ne cesse de qui veut pas mourir, finalement. Puis, fait qu'il arrive là, à Québec, puis il y avait comme pas tant d'entrevues. Il a été vraiment lousse, là, parce que des fois, quand il y a des gros artistes pour des cinémanias ou des trucs comme ça, on essaye, puis c'est comme, le balado de Québec, ça verra. Mais là, ils l'ont fait venir à Montréal, il a fait de la tournée. Je me demande s'il n'est pas à la Sherbrooke aussi, 3 soirs, des premières. Ah ouais, balado de 20 minutes. Il a signé une affiche d'OSS 117 que j'avais, puis j'étais comme, puis il est vraiment fin et tout, très, très poli. Et dans les fun, par contre, je veux dire, j'ai noté la gang de rue, parce que Kim Thuy est vraiment pétillante et tout, avec Charlie Vieux et Chloé Janji, la jeune, c'était vraiment un cool moment. Puis c'est un beau film rassembleur. Je me souviens aussi René Richard Cyr pour Les Belles Sœurs aussi, je le trouvais vraiment le fun. Et Christine Beaulieu. Tu sais, il y a des gens qu'on revoit souvent, puis je me souviens que Christine, c'est parce qu'on avait fait à l'époque une des premières entrevues par Zoom avec j'ai oublié son nom, mais la réalisatrice de Nouveau-Québec, qui est un film très indépendant, qui était sorti, dans lequel jouait Christine, mais elle n'était pas là pour la run d'entrevue. Puis là, quand elle était venue après pour Norbourg, ben là, elle a fait « Ah oui, je sais que vous aviez parlé avec tel, puis je suis content, parce qu'on fait nos entrevues sur mon clap à Sainte-Foy, ça a joué Nouveau-Québec, fait qu'elle avait comme... Ça l'a touché. Fait que là, on a parlé de Norbourg. Plus tard, elle est revenue pour La Fonte des Glaces. Puis là, elle était contente parce qu'on couvre puis on adorait ce film-là. Puis là, on l'a revu pour le Cyclone de Noël. Fait que, tu sais... Puis toi, tu avais dit que t'avais... Tu l'avais-tu croisé ou pas, Roy Dupuis, sur le TIFF, mais t'avais pas osé l'aborder. Puis elle t'avait dit, mais t'aurais dû me parler parce qu'elle l'accompagnait quand c'était... j'ai oublié le film de Guy Edouin. Pas Guy Edouin, mais Guy Madden. Puis c'est ça. Mais ça, c'est un de mes premiers problèmes techniques.
ça, j'étais quand même... L'entrevue de Norbourg, c'était peut-être une des premières qu'on faisait comme en 2 batchs, parce qu'il était 4, puis niveau micro, fait qu'on avait parlé... je me souviens plus qui, mais... je pense que c'était Guillaume Otis puis François Arnaud ensemble. Puis après, on rencontre Maxime Giroux et Christine Beaulieu. On parle toutes 15 minutes, puis là, ça finit, puis je fais... Oh, sacre bleu, j'ai pas pesé sur record. Fait que ça fait, avez-vous le temps? Puis là, il y avait un live télé, puis on l'a comme refait en enregistrant, mais là, c'est sûr qu'on reposait un peu les mêmes questions parce que c'était des questions assez globales qu'on voulait couvrir. Hey, là, je me sentais petit. Fait que tu vois qu'après, pour la fonte des glaces, Christine, ça, c'était oublié. Elle se souvenait de nous, mais elle se souvenait pas qu'il fallait qu'elle le fasse 2 fois. Et puis toi, Patrick, toi, t'as rencontré plus de monde avec, vu que t'écris dans le magazine, tu voyages maintenant dans les festivals. Tu prépares à retourner à TIFF. Oui, non. Donc, j'ai ce privilège-là de faire des belles rencontres, aussi du côté de Paris avec Unifrance. Moi, je dirais deux entretiens qui m'ont marqué, plus par leur statut, c'est Romain Duris et Sandrine Kiberlin, quand même, deux des grandes stars. Et c'était pas ensemble. Non, c'était pas ensemble, 2 films séparés. Je cherchais le film. Ils étaient comme sur le top de ma liste pour ces stars françaises-là, puis j'ai pas été déçu. C'était-tu en personne? Romain Duris, j'ai fait par visioconférence, mais Sandrine Kiberlin en personne. Belle conversation, puis j'ai pas été déçu. Du côté québécois, moi, j'ai Antoine Bertrand, gros coup de cœur. Il est tellement drôle. C'est très divertissant. Fait que, à chaque fois qu'il passe, on a du gros fun. On a l'impression que c'est notre chum depuis longtemps. Ben oui, c'est ça. Puis toi, tu l'avais eu pour Bottine, mais puis tu y avais parlé pour La Femme cachée. Ouais, c'est ça. Que moi, j'étais absent, mais je pense que ça avait été juste papier, ça. Oui. Ouais. Puis, mais moi, j'y ai parlé pour Menteuse, que là, toi, t'étais absent. Fait mais moi, j'avais de Menteuse pour le magazine. Fait que tu avais parlé aussi. OK, fait que, c'est ça. Puis, et Catherine-Anne Toupin aussi. Ça, c'est des beaux moments parce que Catherine-Anne a vécu à Québec. C'était une cinéphile. Elle venait au Clap à dos. Donc, quand on a fait de l'entrevue pour Lucie Grisy-Sophie pour le magazine, elle était comme une petite fille, là. Ah ouais, c'était vraiment drôle à voir, tellement sweet. Puis même le soir de la première avec la question-réponse, elle était comme sur un nuage, là, très fébrile. C'est toi qui l'animais, des fois? Ouais. Okay. Fait que vraiment un beau moment. Puis sinon, moi aussi, Christine Beaulieu, que je trouve très, très gentille, très familière. C'est ça, on le dit souvent, très authentique. Là, super cool. Puis sinon, un des drôles entretiens que j'en aurais pris encore 1 heure de temps, c'est avec Dominic James, le producteur. C'est vrai, lui aussi, très, très sympa. Pour tous, super sympa, mais avec son parcours de vie tellement intéressant, inusité, d'avoir été à Los Angeles pour suivre des cours avec l'Église de Scientologie, c'était comme tellement Fait que beau moment ça aussi. Eh bien, peut-être qu'on va le revoir très bientôt pour Ma belle-mère est une sorcière. Et c'est vrai que je l'ai jamais sorti en balado parce qu'on dirait que j'ai manqué de temps pour l'éditer puis je trouvais ça bizarre parce que c'était juste un Q&A, mais on a quand même parlé à Oliver Stone. Parlé très peu, mais en tout cas, le temps d'animer un Q&A après une projection de JFK Revisited. Ouais. Mais c'est pas disponible en audio, fallait être là. Je l'ai comme jamais sorti, puis à un moment donné, c'était juste trop tard. Là, ça avait plus rapport. Tu l'avais enregistré. Je l'avais enregistré, mais c'était juste le son de la salle. Fait que je pense que je pouvais pas calibrer les micros, c'est juste tout en même temps. Fait que les questions du public... Ah non, il y avait des micros pour les questions du public. J'ai écouté un peu, puis j'étais là... c'est comme bizarre à sortir parce que c'est juste un Q&A sur un film, puis des fois... les gens, c'était quand même très impressionnant qu'Oliver Stone soit à Québec. Fait que les questions allaient beaucoup champ gauche, champ droit. C'était au moment de l'invasion Russie-Ukraine. Lui, il avait eu des positions spéciales là-dessus. C'est ça. Fait que il y avait une forme de il n'y a pas eu de problème dans la présentation, mais il y avait beaucoup de questions qui déviaient du film, qui devenaient généralistes. Puis tu sais, je pourrais pas dire qu'il était sympathique, là, dans le sens qu'on a animé le panel, mais nous, on voulait pouvoir y jaser, prendre une photo, puis c'était même pas possible. Là. Il y avait une salle où il était caché, puis on s'est vu à la dernière.
Je sais même pas s'il se souvient qu'il a fait cette affaire-là. Là, je pense même pas qu'il se rappelle d'être à Québec. Et moi, c'est très drôle parce que j'étais allé voir l'entretien avec Jean-François Lisée. Qui avait le lendemain le grand entretien, c'est ça? C'est ça. Puis, fait que j'étais pris dans l'ascenseur avec Oliver Stone parce qu'on était ça, c'était le lendemain de notre affaire ou c'était la veille? C'était après, mais écoute, OK, c'est ça. c'est peut-être 2-3 jours. Fait que techniquement, il aurait pu te reconnaître. Il aurait pu moi, mais tu sais, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est qu'on était en haut pour le 5 à 7, puis ça, on redescend, puis là, il rentre dans l'ascenseur. C'était comme assez comique. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on dit des fois, on rencontre pas nos... Bien que c'est pas une idole, mais des fois, des gens... Ouais, c'est ça, c'est un grand cinéaste à quoi... Ils veulent pas tout le temps. ouais. Fait que... c'est ça. Fait que non, j'ai pas d'autographe d'Oliver Stone. Bon. Alors, on dit avec oui, les parce actus, que là... je vais résumer ça très succinctement. Vas-y. C'est un secret de polichinelle. On sait que 2027, ce sera les 50 ans de Star Wars, du premier film. Donc, pas épisode 1, mais l'épisode 4, qui est le premier film. OK. Évidemment, on s'attendait à ce que le film ressorte en salle. Alors, Disney ont confirmé qu'en avril 2027, Star Wars... C'est une grosse nouvelle. Ouais, c'est mais ça. Quelle version ce sera? Là? Écoute... Parce qu'il paraît que la fameuse version originale, là, qui est même pas écrit New Hope, mais qui s'appelle juste Star Wars puis tout, est comme pas trouvable. En fait, il y a un... c'est un festival de cinéma en Angleterre qui ont réussi à trouver une copie. Puis c'était une des premières copies maîtresses du film qui a été projetée cet été. Donc, ça faisait 47 ans, 8 ans, que cette version-là n'avait pas été projetée sur grand écran. En 35 ou en 70? Je pense que c'était en 70 mm. Okay. Écoute, puis même Kathleen Kennedy, la grande boss de Lucasfilm, s'est déplacée pour valider que c'était vraiment ça. Elle a authentifié que oui, tout ça. Fait que bref... Fait qu'il existe une nouvelle copie qui a été trouvée, mais je pense que ça va être la version, évidemment, l'édition spéciale, la plus récente, ouais, c'est ça, parce que je pense que la ligne, quand même, de Disney suit celle de Lucas. Ou Han ne shot pas first. Là. Ouais, puis écoute, ils ont tellement fait plein de petites modifications. On rajoute Jabba the Hutt et tout ça. Fait que bref. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est dans le bar, là, justement, du après, là, la cantine, juste... Donc, bref, les amateurs de Star Wars, quand même, vont pouvoir se réjouir et avoir l'occasion, au moins, de revoir... quand même, le film original qui demeure toujours spectaculaire à voir sur grand écran. Moi, j'ai eu la chance de le voir ici à Québec l'année dernière. Avec l'orchestre? Avec l'orchestre, jouer avec la musique live qui était vraiment trippant. Une belle expérience. Je vois plein de pubs. Là, c'est Seigneur des Anneaux, je pense, qui revient. Là. Puis les Harry Potter aussi. Fait que moi, il y a comme... c'est vraiment rendu populaire parce que de plus en plus, il y a comme plusieurs compagnies qui font ça. Fait que ça a l'air à bien rouler. Là. Mais c'est vraiment une belle expérience si vous voulez vivre quelque chose. C'est ça, mais voir le film avec un orchestre. Quelques dizaines de dollars. C'est plus que 100 c'est 100 à peu près. Okay. Ouais. Fait que c'est comme un vrai concert. Mais en même temps, c'est ça. Mais un Seigneur des Anneaux sur 2h45, tu noppes ton argent, je pense. Effectivement, c'est ça. Puis, moi, j'avais vu également Amadeus comme ça, où là, pratiquement tout le film, c'est de la musique. Fait que je pense qu'il faut bien choisir. Là. C'est peut-être pas tous les films que ça vaut la peine, mais... préfère Baby Driver avec un cover band qui refait Brixton. Sinon, pour les amateurs de Shrek, vous devrez attendre un peu plus longtemps pour le nouveau Shrek. On a déplacé sa date de sortie de décembre 26 à l'été 27. Okay. Le temps de peaufiner un petit peu plus, j'ai l'impression, le film. Je pense quand même, je le dis à l'occasion, que ça fait partie des stratégies marketing parfois, d'annoncer une date. Juste comme, il faut parler du film... Fait que là, on va mettre une date parce que si on n'en met pas, c'est bizarre. Fait que mets une grosse date, puis plus tard, on rebougera si on voit que ça n'a pas d'allure. Puis tout, parce que, tu sais, au Québec, c'est l'inverse. C'est comme, t'apprends qu'un film existe 1 mois et demi avant qu'il sorte. Puis eux, c'est l'inverse. Il est même pas écrit, il est même pas tourné. Mais c'est comme, on a confirmé un nom, c'est le nouveau film de tel gars. Voici la date, ça va être gros. Puis là, c'est comme, ça va-tu être bon? Je sais pas, mais ça va être gros. Effectivement, c'est un drôle de normal marketing. Que ça bouge 3 ou 4 fois. Ils sont déjà, c'est ça, je te parlais, là, que Sonic 4, j'ai vu dans le calendrier la date, genre mars 2027. C'est comme, oui, mais tu sais, OK, là,
on n'arrête pas les presses pour autant. Là. D'accord. Un film qu'on a annoncé le tournage, mais pas de date de sortie, alors ils sont peut-être plus prudents. Ah, voilà. C'est Terrifier 4, la nouvelle franchise d'horreur gore. Donc, tournage débute en septembre. J'ai l'impression que ça va être pour octobre 2026. Ouais, c'est ça. Dans un an, ça aurait bien de l'allure. Ça aurait bien de l'allure. Ça serait étonnant qu'on sorte ça à pas, Noël. C'est ça, ils peuvent pas sortir à un autre moment qu'en octobre. Ben non, ces films-là, vraiment. Là, ouais. Non. Et parlant de films d'horreur, Zach Cregger, qui est maintenant la nouvelle coqueluche à Hollywood suite au succès de Weapons. Ouais, là, on devait savoir sûrement c'est quoi son prochain. Ben oui, il a confirmé et je pense qu'il va nous surprendre parce qu'il travaille sur un film de Resident Evil. Ah ouais? Mais complètement différent, pas avec les personnages du jeu vidéo, mais dans l'univers de Resident Evil. C'est intéressant. Donc, à suivre. Bonne annonce! Oui, j'ai oublié de noter ce qu'on a dit. C'est très curieux cette année parce que alors que les frères Safdie faisaient des films ensemble, là ils sortent des films séparément à 2 mois d'intervalle. 2 films qui pourraient être en compétition aux Oscars. Oui, c'est ça. Ils pourraient se retrouver en compétition meilleur film, meilleur réal peut-être. Là, c'est Josh Safdie. C'est ça, parce que Benny Safdie, lui, va sortir le Smashing Machine, le film de UFC avec The Rock, ça sort début octobre. Ouais. Et là, Josh, c'est ça? Ouais. Josh Safdie sort Marty Supreme. Un autre sport. Ouais, j'ai pas vu de titre en français encore, je sais pas, Marty, Suprême Marty, je sais pas. Qui, lui, va sortir pour les fights, là, peut-être une semaine ou 2, ou à Noël comme tel, je me souviens plus. C'est le fameux film avec Timothée Chalamet et Gwyneth Paltrow qui paraît qu'ils vont avoir une scène torride ensemble et ils jouent un genre un joueur de ping-pong professionnel américain super cocky. Mais ce que je sais pas du tout, c'est une histoire vraie ou c'est fiction? C'est une fiction, mais inspirée d'un vrai personnage qui, je pense, que était peut-être un des premiers Américains à s'illustrer dans ce monde-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je pense que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on voit les comment ils appellent, je pense que c'est le Big Five, là, le baseball, le hockey, le soccer, puis ça, c'est les sports qui sont écoutés. Mais il y a des sports qui sont incroyablement populaire. C'est juste qu'il passe pas à heure de grande écoute à TVA Sport puis à RDS, là, tu sais, puis à TSN puis tout. Fait que je pense que le ping-pong en est un, entre autres. D'ailleurs, dans le film, ils disent qu'en Asie, c'est comme le sport, tout ça, que ça va venir populaire aux États-Unis. Ça se déroule dans les années 50, là, faut aussi dire. Oui, effectivement, c'est pas contemporain. Non, c'est ça. Puis, écoute, je pense que c'est le premier film de ping-pong depuis Forrest Gump. Ouais, qui était pas en soi un film de ping-pong. Non, mais Balls of Fury, la comédie, c'est vrai, qui était un genre de Mortal combat du ping-pong. Ouais, je suis vraiment curieux. Ça a l'air vraiment cool. Je savais pas à l'annonce du projet que ça allait être un drame sportif, si on veut. Fait que je pense qu'on peut déjà donner une nomination à Timothée Chalamet, transformé physiquement un peu. Tout à fait. Puis il a l'air d'avoir un personnage qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, là, beaucoup plus rentre-dedans. Et peut-être qu'il va tomber, c'est ça, en mode DiCaprio, là, à ramasser les nominations jusqu'à temps qu'il y ait une fameuse statuette. Peut-être que ça sera déjà là. Mais moi, ce qui est le plus surprenant dans le film, au niveau de casting, c'est Kevin O'Leary. C'est qui, hein? C'est un des dragons, en fait, dans la version canadienne de Dragon's Den et maintenant de Shark Tank, parce qu'elle a quitté l'émission canadienne pour faire celle américaine. Fait que c'est vraiment un homme d'affaires. Qu'à ma connaissance, n'a jamais joué. Puis, il joue-tu son agent ou c'est pas trop clair. Je sais pas si c'est son père, son agent, mais fait que j'ai fait le saut en voyant ça. Puis il a l'air à bien se débrouiller dans la courte séquence que j'ai vue. Peut-être si tu voyais le visage. En fait, il avait été même candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada il y a quelques années. Fait que quand même un polémiste un peu, là, vraiment. Un homme d'affaires très, très campé à droite. Fait que très libertarien. Fait que c'est quand même très drôle qu'il se retrouve là. Probablement qu'on va voir l'histoire à un moment donné qui aboutit dans le film. Là. Peut-être que c'est un des financiers du film. Et en parlant, est-ce que tu avais fini avec Marty Supreme? J'allais dire en parlant, je sais plus si on l'avait nommé, mais d'Oscar, ça se peut que le retour de Daniel Day-Lewis pour Anemone, je sais pas comment on dit. Anemone, je pense. Anemone. Qui est sorti de sa retraite pour jouer dans le film réalisé par son fils. C'est quoi? C'est-tu Ryan? Brian? Et j'ai pas pris en note. Derek, en tout cas.
Mais ils ont co-scénarisé en plus le scénario ensemble. C'est ça. Ouais. Ronan, je pense. Ronan Day-Lewis. De genre avec Sean Bean, deux frères qui vivent dans une cabane puis qui ont l'air d'avoir eu des accidents puis de se remettre en question. Je pense que Daniel Day-Lewis est un ancien militaire, ce qu'on comprend. Puis là, il souffre de syndrome post-traumatique et semble s'être isolé de son fils et tout ça. C'est ça. Fait que, à voir. Très mystérieux, ça a l'air cool. Ça sort plus octobre, je pense. Mais quand il y a un film de Daniel Day-Lewis, il y a une nomination aux Oscars qui vient avec et potentiellement une statuette. Surtout le fait qu'il avait annoncé qu'il ne jouerait plus. Fait que ça va être en compétition. Et en parlant de s'isoler dans le bois et de bad tripper, on a des images plus convaincante, plus complète de Keeper de Osgood Perkins, lui aussi qui est en mode un film d'horreur aux 15 mois à peu près. Là. Tu perçois quoi de cette Écoute, très critique comme bande-annonce. En même temps, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on reprend les mêmes lignes de dialogue, mais là, c'est comme du point de vue du personnage féminin Liz. La première minute, la deuxième minute, c'est du point de vue du personnage masculin Malcolm. Donc, c'est un couple qui semble être parti pour une semaine ou fin de semaine dans le bois, dans une cabane. Chalet de luxe quand même. Chalet de luxe, c'est ça. Puis, c'est pas très rustique, mais... c'est fait en bois de grange, will hit the fan, là, ça semble être dégénéré. Dans le synopsis, on parle de présence evil, là, diabolique, malsaine et tout. Fait qu'il y aurait quelque chose d'un peu spectral peut-être, sans être un film de possession. Ce qu'on voit à date, c'est que c'est sûr que les deux derniers films de Perkins avec Longlegs, avec The Monkey, sont vraiment plus populaires et ont une plus grosse sortie. On avait discuté qu'il avait fait des films plus indépendants auparavant, fait que c'est pas son troisième, c'est comme son 6e film, 6 ou 7 même. Mais il se promène quand même dans... C'est The Monkey qui détonne le plus, là, beaucoup plus comique là, du reste. Mais je pense qu'il aime ça aller c'est ça, à gauche, à droite. Mais les entités démoniaques, ça revient quand même assez souvent. Même dans Longlegs aussi. C'est ça, et dans les précédents. Fait que bien hâte de voir. Moi, j'ai une bonne annonce qui est bien construite. Puis là, j'avais un peu peur... un peu comme toi, justement. Après une minute, ça aurait pu être parfait. Là, il reste encore une minute. Mais là, avec le petit twist où on change de perspective du personnage, je fais OK, quand même intéressant. Fait que oui, ça s'en vient mi-novembre. Ouais, mi-novembre aussi. Beaucoup de sorties cet automne. On va avoir des gros épisodes. Et alors, pour les films, on va faire un petit rattrapage. Moi, j'y allais en ordre de sortie. Fait que retournons le 8 août. D'accord. Et restons justement dans le creepy avec Weapons de Zach Cregger, qui avait un très bon buzz avant sa sortie et ça s'est confirmé au box-office. Oui, voilà. Ça fait 2 semaines qu'il est numéro 1, puis on annonce qu'il serait potentiellement encore numéro 1 là, ce week-end qui va commencer, parce qu'on y reviendra, mais les sorties du week-end, c'est majoritairement au Québec, des films québécois, des films français, mais peu de sorties américaines. Là, va franchir quand même le 100 millions box-office, qui est quand même incroyable pour ce pour genre un de film d'horreur, comme c'est ça, niché un peu. Weapons, au Québec, il s'appelle Heure de disparition, et on dirait que personne ne sait comment le traduire, parce qu'en France, il s'appelle Évanoui. OK. Dans tous les cas. Puis même s'il l'avait appelé Arme, ça reste un film où c'est assez... C'est pas clair pourquoi ça s'appelle Weapons non plus. Là. Donc, Zach Cregger qui nous avait offert le très beau Barbarian il y a quelques années, très surprenant. Et il reprend un peu la même formule ici. Je vais y venir pourquoi. On est dans une petite ville où à 2h17 le matin, pour une raison inconnue, c'est ça, 2h17, 2h13? 2h17. Mais il y a 17 enfants qui vont s'en aller en courant avec les mains dans les airs comme des petits avions de manière très creepy, puis courir dans la ville, dans la nuit, et disparaître. Et le lendemain matin, lorsque la professeure arrive dans sa classe, elle se rend compte donc que tous les enfants ont disparu, sauf un. Là, elle est soupçonnée. Qu'est-ce que tu fais? On comprend rien. La police recherche. Mais on ne trouve rien, puis après quelques temps, l'école réouvre, puis il faut que la vie continue, même si on continue les recherches. Fait que ce qui est intéressant dans le film, juste pour suivre un peu le synopsis, c'est que ça, c'est ce qu'on voit sur le poster, c'est ce qu'on voit dans le synopsis, ce qu'on voit dans la bande-annonce, puis dans le film, ça prend 5 minutes, puis on le rétablit. Fait que tout ça va pas, la disparition, les affaires, c'est dès le début, il y a une petite fille qui narre, puis qui compte
là, on est au jour J. L'histoire commence surtout quand l'école réouvre. Puis là, on se ramasse là. Ce que je dis qui reprend ce qu'il a fait un peu avec Barbarian, c'est qu'on va bouger un petit peu dans la temporalité parce qu'on va suivre des personnages un après l'autre. La professeure, puis on va voir jusqu'à temps qu'on arrive à un événement assez weird. Puis là, on va revenir dans le temps avec un autre personnage. Puis on va pas nécessairement tout conduire les personnages à la même scène, un peu à la Reservoir Dogs, là, mais on va aller plus loin dans la ligne du temps, plus à gauche, plus à droite, ce qu'il faisait un peu avec Barbarian, bref. Fait que ça fait une façon vraiment différente de conter une histoire qui pourrait être simple quand même, parce qu'une certaine façon, toutes les histoires sont simples, c'est la manière de le conter qui rend ça intéressant. Fait que c'est ce qui donne beaucoup de punch à Weapons, qui est un film très mystérieux, justement, parce que c'est un film d'horreur, mais c'est un film de « mais qu'est-ce qui se passe? » Pourquoi ils sont partis, les enfants? Où sont-ils? Pourquoi ces enfants-là de la même classe? Les questions que tout le village se pose, on se les pose nous autres aussi, puis on reçoit des morceaux du casse-tête au fil de l'écoute. T'en as pensé quoi, Patrick? Ouais, écoute, on se rejoint là-dessus. Moi, j'ai adoré la structure narrative de son scénario, de son film, comment c'est raconté, et je m'attendais pas à ça. Et finalement, l'intrigue elle-même qu'on nous présente, elle est là, mais pas tant présente que ça. C'est vraiment l'impact que ça a eu sur les différents personnages. Fait que l'histoire a vraiment pris des tournures à laquelle je m'attendais pas, puis de manière très plaisante. Ouais, quand on tombe avec Aiden Ehrenreich, que le policier aussi, ça devient vraiment intéressant, mais qui est connecté avec les autres. Je l'ai pas mentionné, c'est... on a parlé déjà un peu, là. Julia Garner qui joue la professeure. Josh Brolin, un des pères beaucoup investis, puis que lui, il trouve que ça avance pas assez vite. J'avoue que si mes enfants disparaissaient, aussi, je trouverais qu'après un mois, faut que ça donne des résultats. Benedict Wong, qu'on voit moins souvent, qu'on a vu beaucoup dans Marvel. Mais un rôle assez marquant dans ce film-là. Oui, il est cool, le directeur d'école qui doit calmer aussi tout le monde, puis que lui, il est plus posé, puis que tu le vois que c'est pas un... Ça dépasse ses compétences, là. T'es directeur d'école, tu gères des conflits, des problèmes, des parents qui sont plus difficiles, mais pas une disparition d'une classe entière. C'est pas supposé régler ça. Fait que quand ils font des conférences pour des rencontres de parents, on va voir l'école, tout le monde est en tabarnouche, je veux la tête de la prof, s'il faut la lyncher, puis poser des questions. C'est comme, là, c'est pas supposé être ça. Là. Moi, je veux juste retourner écouter la TV chez nous. Là, fait qu'un très bon film. Écoute, c'est son troisième ou Barbarian, c'est son premier à Zach Cregger, j'ai oublié. Je pense que Barber, c'est son premier. Fait que en 2 films, il y a vraiment une maîtrise du cinéma, de la façon de raconter. Ouais, puis c'est un plus gros budget aussi et tout. Fait que ça a dû prendre beaucoup de jours de tournage, toutes ces affaires-là. Fait que il y a les reins solides. Moi, coup de cœur pour Julia Garner, une comédienne que j'adore. Plus on la voit, plus elle est intéressante. Dans sa façon de jouer. J'ai quand même quelques fun facts. Je voulais juste avant mentionner, c'est un film d'horreur, c'est un spectre très large, le film d'horreur. Ceux qui se posent des questions qui l'ont pas encore vu, c'est sûr qu'on le recommande. On a tous deux vraiment aimé ce film-là. Il risque d'être dans les tops de fin d'année, peut-être. Ça dépend du reste de l'année, mais... Il y a par contre le côté, il y a des affaires un peu dégueulasses dans le film, mais il y a ce traditionnel-là où, genre, l'espèce de premier 45 minutes, il y a des jump scares, c'est plus effrayant, on sait pas du tout dans quoi on s'embarque. Puis éventuellement, ça tombe un peu, ça. Plus on se rapproche de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, plus on a les morceaux du casse-tête, comme je disais, ça devient, fantastico, épeurant, mais c'est pas un... quoi les comparables? Conjuring s'en vient. Conjuring, tu fais des sauts puis t'es un peu apeuré du début à la fin. Ça, à un moment donné, l'effet horreur s'estompe parce qu'on tombe plus dans l'histoire puis remettre droit le mystère. T'sais. Fait que c'est ça ma mise en garde sur le film, mais c'est positif ou négatif. Quelqu'un qui a peur d'avoir peur, puis c'est comme ce film-là se gère très bien. Là, tu vas faire le saut une fois ou deux, mais tu vas pas ramener des cauchemars à la maison, là, je pense. Là. Peut-être non, ça, je pense 13 qu'un ans. Mais... comparatif serait peut-être Hereditary, Mystère. C'est ça aussi. Un peu là-dedans. On navigue dans le weird, puis ultimement, ça va. Je me souviens qu'Héréditaire, par contre, la fin est assez extrême. Là, mais celui-là aussi, quand même. C'est Mais il y a un moment à la fin où
Ben là, comme j'étais dans mes vacances, j'étais allé le voir avec les mortels, les simples mortels, j'étais dans le public. Puis, tu sais, le monde rit, là. Ouais. Parce que c'est plus grand que nature, un peu. Puis je crois que c'est voulu, là. Je pense que c'est la manière que c'est mis en scène et tout. Un effet de catharsis, qu'on dit, là, cathartique, c'est comme si... Ouais, c'est exutoire de ouais, rire de comment ça se démonte puis tout. Puis c'est pas rire pour comment c'est ridicule. Je pense que ça fait partie... Le film dure comme 2h15, 2h10 quand même. Fait que je pense que ça fait partie du véhicule, là, d'avoir plusieurs émotions. Fait que oui, fun fact. Ben oui, moi, j'ai juste mention à l'équipe marketing de Warner qui ont annoncé, ou en tout cas qui ont mis les premières projections le jeudi. À 2h17. À 2h17. Mais de l'après-midi, par exemple. Oui, c'est sûr. Mais quand même, je trouvais ça, c'était un beau petit clin d'œil. Génial. Écoute, le duo Garner-Brolin était très différent à l'origine. Ah ouais? Parce que ce n'était pas eux qui étaient choisis pour le film. Je pense que j'avais déjà évoqué, c'était Pedro Pascal qui devait jouer le rôle de Josh Brolin. Ben, il aurait été bon, mais à un moment donné, c'est too much, là. Oui, et c'était Renaté Renzvé. Ah ouais, Renzvé. Renzvé. Oui, c'est Renzvé Renaté. C'est ça? Ben, Renaté, c'est son prénom. OK, avec Renaté, oui, Renzvé, qui devait jouer le rôle de Julia Garner, mais finalement, la grève des acteurs... l'an dernier, il y a 2 ans, finalement, ça a fait retarder le film. Les autres projets, en fait, leurs autres engagements sur d'autres productions. Fait que finalement, Cregger a dû se tourner vers Garner et Josh Brolin. L'histoire est inspirée, en fait, de la mort d'un ami de Cregger, Trevor Moore. Donc, c'est vraiment... qui faisait partie... Je pense que Cregger était humoriste avant, comédien, j'étais comme dans une petite troupe et tout ça. Je sais qu'il vient du monde de l'humour, mais je sais pas. Fait que c'était un gars de cette gang-là. Fait que je pense que pour faire le deuil, c'est tout simplement mis à écrire. Et le scénario était, en fait, c'était pas une commande d'un studio. Ce qu'on appelle, des fois, c'est des spec scripts. Donc, c'est des scénarios qui sont écrits comme ça, donc par un scénariste en espérant le vendre finalement, sachant pas s'il trouverait preneur. Fait qu'il a pris cette route-là, puis finalement, il y a eu une grosse guerre commerciale entre Netflix, Universal et Warner pour l'achat de droits du scénario. Finalement, c'est Warner qui l'a remporté, donnant à Cregger 10 millions pour son effort de scénarisation, de production et de réalisation. Mais pour Universal, c'était Jordan Peele qui était très intéressé. Ouais, je pense qu'il était fâché de pas l'avoir. Il était très fâché, non seulement débiné, là, je sais pas. C'est qu'il avait les mêmes agents que Cregger. OK. Puis je pense qu'il n'a pas pardonné à ses agents d'avoir facilité une entente, fait qu'il a changé d'agence. Ah ouais, OK. Ah bon, mais fâché finalement. Ouais, assez fâché. Ouais. C'est vrai que ça aurait été un bon Monkey Paw et tout. Puis probablement qu'après avoir vu Barbarian, il devait le suivre et tout. Là, je sais pas si, par contre, la signature s'est faite avant Barbarian. Ah, c'était après la sortie de Barbarian. Ah ouais, OK. Ouais. Puis, mais tu vois, je suis surpris que justement, parce que Barbarian était avec Searchlight ou juste Fox, je suis plus sûr. Mais tu sais, c'était un projet qui datait, je pense, d'avant l'acquisition, puis ces affaires-là, par Disney. Mais avec le certain succès que ça avait eu, je suis surpris qu'eux n'aient pas pitché à ce point-là. Mais peut-être que vu que ça a changé, ils veulent être moins dans l'horreur, même avec Fox puis Searchlight. Là, on en voit très peu. Là. C'était comme leur dernier. Ils ont peut-être démontré un intérêt, mais là, ils ont vu où les enchères étaient rendues. Puis ils ont dit, OK, on va passer notre tour. Fait que voilà pour Weapons, qui est à la hauteur du buzz. Fait que il faut souligner qu'il y a quelques mois encore, là, Warner avait eu des méchants déboires. Là. Je me souviens plus c'était quoi, mais il y avait des solides flops. C'était les Alto Knights puis Mickey 17. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Oui, ils ont eu 2 gros échecs commerciaux. Puis là, au même temps, puis c'est parce qu'ils soulignaient qu'on va le voir en septembre, ça a l'air très cool, mais le Paul Thomas Anderson a coûté 100 millions là, avec DiCaprio, puis c'est pas le genre de film qui va rapporter 400 millions au box-office. On en parlait au printemps. Il y avait une grosse pression à savoir si les bons du studio, les dirigeants, conserveraient leur job après Sinners, qui était comme le gros gamble quand même. Puis lui, il a vraiment payé. Puis ça a changé le destin de Warner cette année. Succès comme ça, puis... Superman qui performe, puis Minecraft qui fait que... ils sont vraiment remis, puis leur job est safe. Mais je me souviens, ils ont fait une conférence, je sais plus, c'était-tu au CinemaCon? Peut-être pas... Non, c'était avant parce que
au CinemaCon, Minecraft était déjà sorti, puis c'était un hit. Fait que il me semble que c'était un peu avant, puis tu sais, ben voici le prochain line-up. On sait pas si ça va être encore nous l'an prochain. Il y avait comme joké. C'est peut-être notre dernière année, mais voici, on cachera pas qu'on a floppé les 2 derniers, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est parce qu'un Bong Joon-ho, c'est vrai que j'aurais cru qu'il aurait fonctionné plus que ça. Mickey 17, moi, j'avais vraiment aimé ce film-là. Mais, ouais, je pense que c'était trop arty, c'était trop niché. C'était peut-être le momentum, c'est peut-être quelque chose, mais il y a de la notoriété avec ce genre de film-là, mais ça va peut-être venir plus tard. Peut-être dans 2 ans, plateforme, on se rend compte que tout le monde l'écoute. Puis... C'est le genre de film qui va devenir un film culte. Là, c'est ça. Donc, allons complètement ailleurs. Ce même 8 août, il y avait Freakier Friday de Nisha Ganata. Une suite Legacy Sequel, comme on l'a appelé. Une suite à un film qui a marqué une génération, Freaky Friday. Un vendredi dingue. Un vendredi dingue. Donc là, c'est un vendredi encore plus dingue. Exactement. Puis, je dois avouer que je suis un peu cette génération-là, mais je ne suis pas cette personne-là. Ouais. C'est peut-être un petit peu avant moi, c'est parce que j'avais... je l'ai connu, mais je ne l'ai pas vécu. Parce que ça, puis Mean Girls, c'est à peu près les mêmes années. Puis c'est comme du 2002-2003. Là. Ouais. T'avais-tu l'année exactement? Je pense que c'est 2003, puis Mean Girls 2004. C'était le film que suivait après. Mean Girls, comme il s'adressait un petit peu plus vieux, ça s'écoutait plus. Mais moi, j'avais déjà 15-16 ans. Fait que non, j'ai pas écouté un vendredi dingue, mais je suis convaincu que j'ai naturellement, probablement que des amis filles à cet âge-là l'ont plus écouté, ou ceux qui ont des jeunes frères, jeunes sœurs. Moi, étant le plus jeune, fait que ça s'est pas vu. Fait que Mean Girls, ça, je l'ai vu quand c'est sorti, en DVD probablement. Mais Vendredi dingue, j'ai jamais vu. Je sais ce qu'il en est, mais je l'ai jamais vu et j'ai pas vu la suite. J'ai pas eu le temps dans mes vacances et autre chose. Fait que c'est toi le spécialiste. Oui, je vais faire un petit recap du synopsis de l'histoire de ce nouveau film. Ouais, puis il faut noter ce qui est intéressant. Je crois pas que ça l'était la première fois, mais là, et Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis sont productrices du film. Oui. Fait que c'est pas juste une commande comme on dit, on aurait écrit un film pour vous, puis tout. Elles sont très investies. Jamie Lee Curtis est partout dans la promotion, ses réseaux sociaux. Fait un peu... T'as entendu un peu le scandale? Ben, c'est parce que... Je suis pas féminin, je suis pas objectifié, mais elle a une bonne poitrine, là, Jamie Lee Curtis. Puis là, elle fait ses stories, puis elle a un méchant décolleté, là, genre, mais pas provocateur, mais il est là pareil. Ouais. Puis là, comme, allez voir en famille Freakier Friday, puis tout. Puis fait que j'ai vu des gens reprendre ça, genre... Voyons, c'est pas choquant, mais comme... Ben, c'est spécial, c'est surprenant. Ou ben, à Yvon Aline, tout le monde soyez intéressé à aller voir ce film-là. Je sais pas trop. Qu'est-ce que raconte ce vendredi encore plus dingue? Ben, c'est la suite des aventures de la famille Coleman. Donc, dans le premier film, c'était une histoire, évidemment, où on change de corps. La mère et la fille. Un genre, tu sais pas ce que je vis, toi non plus. Ben là, finalement... Ben, effectivement. Fait que là, on doit finalement se réconcilier... avoir de l'empathie l'un envers l'autre pour changer ce sort-là. C'est un peu c'est ça, menteur, c'est juste une espèce de force universelle mythique qui fait ça. Là, en fait, ça vient d'une dame chinoise qui est propriétaire d'un restaurant, donc elle est capable de conjurer ce sort-là avec l'aide de biscuits de fortune. Bon, d'accord. Mais bref. Donc, on retrouve les personnages de Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis, maintenant grand-maman et maman. Uh-huh. Et là, finalement, le personnage de Lindsay Lohan va tomber en amour avec un homme qui a perdu sa femme. Chad Michael Murray? Non. Non, lui, il reprend son rôle du premier film. C'est Manny je savais pas Jacinto. Qu'il était dans le premier. Ouais, c'était comme le crush. Le crush de Lindsay Lohan. Mais ils ont fait quelque chose d'intéressant avec son personnage, autant dans l'original que le nouveau. Mais bref, et là, ben, ces deux personnages-là ont évidemment 2 ados qui ne s'entendent pas. Mm-hmm. Et il faut dire que Famille reconstituée. Famille reconstituée. Et l'homme, lui, vient d'Angleterre, c'est un chef, donc sa fille a été déracinée aussi. Ils viennent d'aménager à Los Angeles. Donc là, ce qui va arriver, c'est que là, on va doubler finalement les changements de corps. Il va y avoir 4 personnes qui vont s'échanger finalement leur esprit.
C'est-tu un spoiler de dire les Non, je Lindsay pense- puis Jamie Lee Curtis deviennent les ados, j'imagine? C'est un petit peu... Oui, effectivement. Pour Et qu'ils puis, tiennent oui. ensemble un Ouais. peu. Là. Et puis, même chose pour les ados qui deviennent les Mère et les grand-mère, adultes. c'est ça. Fait que voilà. Écoute, comme toi, j'ai pas connu le phénomène de Lindsay Lohan, donc j'ai écouté l'original avant de voir la suite. J'étais quand même intrigué, d'autant plus qu'il y avait Moi, des bonnes j'aurais cru que critiques. c'était... OK, ta fille était trop jeune. Ouais, pour ça, elle était ok. pas née, ça, Ah, ouais, finalement. ouais, Puis non, finalement, je l'ai jamais écouté avec elle. On avait écouté Mean Girls, c'est quand elle avait peut-être 12-13 ans, là, mais pas les premiers Lohan. C'est Donc, ça. Parce que moi, je suis l'âge de la trappe parent. C'est pour ça que je suis quand oui, même c'est ça. génération Ouais. Lohan, mais je dois pas avoir une si grosse différence d'âge avec elle, dans le fond. Penses-tu qu'elle... As-tu passé 50? Non, pas passé 50. Non, Genre non, 40. non. Mais c'est parce qu'en tout cas... Le moi, je pense qu'elle chirurgies, là, fait- ouais, c'est ça. Je pense qu'elle a 38-39, fait qu'elle est vraiment dans... OK. Ouais, je pense qu'elle est de ton âge, là. OK. Ben, Parce je- qu'elle avait... Je vais vérifier. pendant Ouais, que- c'est ça. Je pense qu'elle avait 10 ans de Parent Trap, qui doit être comme 98-19. Ah, peut-être passé 40, en tout cas. Ah, en On tout va cas, checker, regarde ça. continue. Donc, fait que bref, fait que j'ai vraiment tombé sous le charme d'original. Écoute, on ne réinvente pas la roue, là. Ces genres de films-là de changement de corps, il y en a tellement eu. Tu sais, chaque génération a eu leur truc. Tu sais. Elle est née le 2 juillet 86. Fait qu'elle a 39 ans. Fait qu'elle est 8 semaines plus vieille que moi, mais en fait, c'est la semaine prochaine. Quand même. Eh ben. Donc, mais le succès a fait... Le film fonctionne à cause de Curtis et Lohan, vraiment, qui avaient une très bonne chimie ensemble. Et ça se répète, honnêtement, dans cette suite-là. Je ne niaise pas. Je pense que c'est le film que j'ai le plus apprécié de l'été. Ah ouais. Chez lui que j'ai eu le plus de le fun. C'est pas le meilleur film, mais... Ouais, je comprends la nuance. La mais nuance, ouais. c'est ça. Mais c'est sincère. On a le sourire fendu tout le long. C'est vraiment sympathique. C'est drôle. Les filles sont bonnes, tout le casting. Une facture visuelle un peu film de plateforme, là, mais écoute... C'est pas pour ça qu'on voit ce genre de film-là. C'est juste pour passer un bon moment. Puis je pense que les nostalgiques du premier film vont aimer ça. C'est une bonne histoire. C'est pas juste un cash grab, comme on dit. Ouais, ouais, ouais. On avait vraiment quelque chose à dire. Et on sent le plaisir, évident, de Curtis et Lohan de se retrouver. Et moi, je trouve la vedette, c'est Julia Butters, qui joue la fille de Lindsay Lohan, qui avait joué dans The Fablemans. Elle a joué la plus petite sœur d'Alter Ego de Spielberg. Mais elle est vraiment excellente, tout dans son range d'émotions, là, tout ça. Là. Fait que, je pense que ça va être un visage à suivre assurément. Fait que si vous voulez juste passer un bon moment en famille, ou vous êtes plus vieux, dans la trentaine comme toi, puis qui avait découvert ça, allez-y, c'est vraiment... moi, j'ai vraiment passé un bon moment, honnêtement, et j'ai été très surpris par ce film-là. Tu l'as vu en anglais? Oui, moi, j'ai vu en anglais, effectivement. À noter quand même, sur une note plus triste, La Maison, qui était dans les deux films, où demeure... personnage de Jamie Lee Curtis, a passé au feu pendant les fameux feux de Pacific Palisades à Los Angeles l'année dernière. OK, mais le film était déjà tourné. Le film était déjà tourné, mais ouais, tout ce quartier-là a été rasé, malheureusement. Ouais, tu parlais de Chad Michael Murray, juste rapidement. Ce qui est drôle avec le personnage, c'est que lui, dans le fond, et dans le premier film, va être attiré par le personnage de la mère de Jamie Lee Curtis, mais quand c'est Lindsay Lohan qui est la mère... Fait que dans le fond, parce que là, le personnage de Lindsay Lohan, ado, elle vient super straight parce que c'est la mère, dans le fond. OK. Mais lui, il va être attiré par le côté plus aventureux de la mère. Et on a gardé ça quand même dans le nouveau film. Fait que là, il est attiré par les adolescentes? Non, fait qu'il y a toujours encore le crush sur Jamie Lee, le personnage de Jamie Lee Curtis, la grand-mère. OK. C'est très drôle. Ça, c'est un peu inattendu. Ah, ben. Et parlons d'inattendu. Allons avec Amour Apocalypse d'Anne Aymon, qui était aussi le 8 août. Fait que c'était Hey, tabarouette, OK, ouais, il va être long, cet épisode-là. J'ai rien noté, j'avais oublié, vu qu'on a fait l'entrevue... on a quand même fait un épisode spécial sur le film qui est en ligne depuis, je pense, le 5 août, là, quelques jours avant la sortie. Ouais. Un comédie dramatique qui met en scène Patrick Yvon et Piper Perabo, actrice américaine, mais aussi Erika Boulian, Gilles Renaud et d'autres gens dont les noms m'échappent. Patrick Yvon joue le rôle de Adam qui possède un chenil qui vit en région, là, dans une ville type Thetford Mines, c'est ça. Et ville non nommée, là, mais de ce type-là, puisqu'ils sont tournés là-bas.
il est très anxieux, dans le fond, grand problème d'anxiété, surtout ce qu'on appelle de l'éco-anxiété, qui sent venir comme, justement, très affecté les réchauffements climatiques, les dérèglements climatiques, ça, genre la fin du monde imminente et tout. Fait qu'on voit qu'il essaie de se réguler par le sport, par, entre autres, s'acheter une lampe de luminothérapie. Puis lorsqu'il brise sa lampe, il va appeler la ligne d'aide et tomber un peu en amour avec, finalement, la voix de la personne qui l'aide, qui est jouée par Piper Perabo, puis tranquillement bâtir une relation à distance avec elle, jusqu'à peut-être éventuellement la rencontrer, et on va découvrir, elle, comment va sa vie, comment elle se situe par rapport à tout ça. Fait que c'est un drame romantique, comédie dramatique sentimentale, mettons. Mm-hmm. On joue aussi avec le cas de, si vous avez vu l'affiche de Adam et Ève, elle ne s'appelle pas Ève, Tina, c'est ça. Mais lui s'appelle Adam, fait qu'il y a un peu cette idée de fin du monde, de renouveau, le premier couple, etc. Donc, ouais, qui est un peu fantastique, pas fantaisiste plutôt, ouais, c'est ça, pas fantastique, il n'y a pas de mage. Ouais. Donc, film d'Anne Aymon, qui... Oui, 6e film. Ouais, c'est ça. Qui revient plus à ses... Donc, quand même, elle change pas mal toujours un peu de genre, de ton, quand même. Elle est touche à tout. Oui, c'est ça. Mais il faut faire attention, la bande-annonce peut vendre comme une comédie peut-être plus grand public, mais sachez que ce n'est pas ça. On est vraiment dans un film d'auteur. Ouais, je trouve ça plus drame sentimental, mais pas mélodrame, mais c'est ça, drame léger. Ouais, donc, fait que sachez-le, mais quand même très bien fait, bien écrit. Je pense que le succès du film repose sur Patrick Yvon, qui excelle dans ce genre de rôle-là. Ouais. Mais bien appuyé avec Piper Perabo, qui est quand même une belle surprise. Piper, c'est elle qui joue dans Coyote Ugly. Ouais, gros pour succès. les plus vieux. Puis, j'ai jamais vu. C'est totalement mon âge, là, parce que c'est sorti en 2000, ça s'est vu. Ouais. Je me souviens, tout le monde parlait de ça, mais je l'ai jamais vu. Donc, qui partage vraiment une belle chimie avec Patrick Yvon. Fait que si vous êtes amoureux du cinéma québécois, vous voulez quelque chose d'un peu différent, Amour Apocalypse s'écoute aisément, sans problème. Il y a quand même une belle fraîcheur du film pour la fin d'été, justement. Je trouve qu'il est quand même... je sais pas si c'est la meilleure période financièrement pour lui, mais il y a quelque chose qui baigne bien. Surtout que dans le film, il ressent qu'à un moment donné, il fait trop chaud puis qu'il y a une canicule. Là, on en est sorti, mais il y avait un peu ça au début du mois d'août, fin de la construction et tout. Là, je pense que ça faisait 3 semaines qu'il n'y avait pas plu, en tout cas à Québec. Là. Et si le sujet peut sembler lourd, le traitement ne l'est pas. C'est quand même assez léger. Parce que c'est pas un film qui veut nous culpabiliser ou autre chose. C'est plus on vit sa situation à lui puis comment il va un peu améliorer son cas. T'sais. Puis il y a quand même des bonnes scènes entre Patrick Yvon et son employé de Chenil. Oui, aussi, qui est très confrontante. Qui profite de lui, de son manque d'assurance, peut-être, finalement. Et on a droit à un beau petit caméo. On vous en dit pas plus. De Jean-Carl. Ah, OK. Tu savais le nommer. Bon. Ah, ben, sans dire ce qu'il faisait, je sais pas. Okay. Fait que oui, Jean-Carl Boucher, alias Ricardo Troggi, petit caméo dans le film. Fait que voilà pour le cinéma québécois, parce que quand même... Ah non, on a un nouveau qu'on va parler. Oui, c'est ça. Allons maintenant à la semaine du 15 août. Un film qui connaît un succès monstre en France. À bicyclette de Mathias Mlécus, oui. Mlécus, oui. Bref, on s'excuse de massacrer. C'est 2 amis qui font un voyage à vélo. C'est un documentaire, plus parce qu'ils documentent leur périple. Ouais. Mais tourné comme une fiction. Ouais. Parce que c'est pas t'as pas d'intervenant qui parle, t'as pas... Non, c'est ça, mais c'est une forme de documentaire, mais il n'y a pas de talking heads, là, c'est juste c'est comme un récit de voyage. Ouais, c'est ça. Ils partent de la côte atlantique, finalement, de France, et ils vont se rendre jusqu'à Istanbul sur des quand même pas vélo top shape, et c'est pas 2 personnes top shape, avec son ami Philippe Rebaud, puis eux, dans la vie, c'est 2 comédiens de théâtre, de cinéma, c'est des gens de métier qui font ça depuis une trentaine d'années. C'est pas des A-stars, là, c'est pas des films qui jouent dans des comédiens qui jouent dans des films à grand public, quand ils ont des premiers rôles, c'est dans des films plus... indépendant. Plus indépendant, exactement. Moi, j'avais découvert, parce que je connais pas tout le film cinéma français, Philippe Rebaud c'est parce que c'était un des films que Antoine Bertrand avait joué en France, là, quand il était 300 abris qui gagnait à la loterie, là, il était là-dedans.
Mais pourquoi ils font ce voyage-là? Ben, c'est parce que, malheureusement, en fait, c'était la grande aventure que le fils de Mathias a fait, traversé à vélo, puis 1 an après son voyage, ben, il s'est enlevé la vie. Fait que là, on est après ça, et pour lui rendre hommage, si on veut, et peut-être arriver à passer à autre chose et faire la paix avec ça, il fait le voyage, puis ben, Philippe il était très proche aussi de ses enfants, fait qu'il l'accompagne dans ce périple-là. Fait que c'est vraiment un périple qui est plus grand que nature pour eux, parce que c'est beaucoup de vélo, et c'est beaucoup d'émotions. Fait qu'ils prennent le journal photo que son fils avait fait, puis ils arrêtent aux endroits, reprendre les photos, discuter entre eux. Fait que ça met à l'épreuve leur force humaine, tout simplement, là, leurs aptitudes, mais leur amitié, la vie, la mort, la parentalité, comment ils se placent dans tout ça, et leur amitié, elle, qui date de plusieurs années aussi. Fait que c'est un film, on dit souvent, ça a l'air exagéré, mais là, ça l'est vraiment. C'est un film très humain, très touchant, très vrai. Peut-être si vous avez vécu des situations difficiles comme ça, vous allez être ému encore plus, peut-être pleurer vous-même. Ça me rappelle, je connais des gens, pas à cause de décès, mais qui font beaucoup de Compostelle souvent pour ça. Pas nécessairement des adeptes de marche, c'est juste des adeptes de... On dirait que j'ai besoin de ce défi-là qui est quand même plus réaliste que genre monter l'Everest, là. T'sais, ça prend une préparation, mais c'est plus accessible. Ouais, c'est ça, exactement. Là. Fait que, il y a de quoi de beau là-dedans, là, puis ils le font avec des... Robot, il a quand même un vieux bicycle de merde, là, puis... Et il est en costume, cravate. Ouais, ça, c'est son look. Qui est très drôle. Puis il est sur le Ricard, puis sur le vin rouge pas mal tout le temps. Là. Il l'aborde dans le film à un moment donné, là, que lui, à 60 ans... On joue sur le classique Odd Couple, là, donc deux personnalités contraires, mais qui fonctionnent, puis qui sont divertissants à voir. Là. Puis ils font aussi, autre fait... ils font comme des spectacles de clowns là, le long parce que son fils faisait ça. Son fils se targuait d'être un clown professionnel. Fait que, pour y rendre hommage, fait qu'ils prennent contact. Fait il y a aussi ce côté-là du récit de voyage d'arrêter à une place où lui avait dormi ou une nouvelle, puis là, parler un peu avec le propriétaire soixantenaire de la place qui lui aussi donne un peu sa vision de ça. J'imagine qu'il y avait bien plus d'heures de tournage que ça. Ils ont dû faire un gros voyage. Je pense qu'il y avait 180 heures. C'est ça. Puis là, l'autre non-dit comme tout ce genre de trucs, c'est pas eux qui se filment. Fait que clairement, il y a quelqu'un d'autre qui filme. Je suis pas sûr qu'il y a un perchiste, là. D'après moi, ça doit être un micro sur la caméra qui capte ça. Puis fait qu'il va y avoir au moins une troisième personne avec eux. Là. En fait, ils étaient 5. Il y avait 5 techniciens qui accompagnaient. À ce point-là, quand même, il y avait 3 caméras. Fait qu'ils tournaient avec les 3 caméras simultanément. C'est pour ça que c'est un peu docu-fiction, dans le sens qu'il doit y avoir des petites affaires qui sont quand même arrangées. Là, comme, Ils ont dit que la scène du Airbnb s'était arrangée. C'est même une amie comédienne, parce que je pense qu'ils n'avaient pas retrouvé l'endroit où il était vraiment arrêté. Fait que ils l'ont joué un petit peu. Ah ouais, ok, c'est ça. Mais c'est la seule Mais c'est un moment scène, qui est drôle, là, c'est ça. Mais c'est la scène fictive, mettons. Ok, c'est ça. Mais le reste, ils ont roulé pendant 5 semaines quand même à vélo, il faut le faire. Mais c'est ça. Parce qu'on le voit, ils en cachent pas, là, que des fois, ils prennent le train, ils sont conscients de leurs limites, puis aussi probablement une limite de temps. Là. Ils ont encore des familles, là, même s'il y en a un qui est décédé, puis des emplois, puis des affaires, là, qu'ils peuvent pas faire comme un jeune de 21 ans, puis partir pendant 3 mois. Là. D'ailleurs, Philippe Robot quitte un moment donné, c'était... Ouais, il fait pas le retour. C'est ça. Fait que... en fait, puis je pense qu'il a même quitté une semaine avant la fin du tournage pour X raisons. Et c'est là que l'autre fils de Mathias est venu. OK. Joseph rejoindre son père, puis ils ont continué ensemble. Mais je pense que c'était pas prévu à l'origine. OK. Quand même, fait qu'ils se sont adaptés. Mais écoute, c'est un film qui est fascinant à voir. Tu l'as dit, très touchant sur le deuil. Puis tu sais, moi j'éprouve toujours un malaise, mais c'est pas négatif, mais tu sais, de voir les gens se filmer dans leur vraie vie, d'exprimer ces émotions-là, de nous montrer ça, d'avoir ce besoin-là, c'est toujours un peu spécial et déroutant. Ouais. Mais c'est un peu exhibitionniste. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est correct. C'est ce qui leur prend pour vivre ce deuil-là. Mais c'est un film qui est très touchant. Puis la musique aussi, elle est vraiment excellente. Ça m'a vraiment frappé. Il y a un peu ce côté-là avec, j'allais dire la vraie vie, mais c'est pas la vraie vie, mais... Quand tu regardes des stories, là, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, n'importe quoi, puis là, tu vois quelqu'un qui est comme en émotion parce que
son enfant fait ça, parce que son animal est mort. Rappelle-toi que cette personne-là a mis son téléphone pour la plupart, là, sur un trépied, a ajouté l'éclairage, puis là, s'est mis à pleurer en faisant « Ah non, pourquoi? » Tu sais, fait que t'es comme... Ouais, toujours un... Ben là, c'est sûr que si t'as des caméras qui te suivent en permanence, il y a des chances qu'ils captent une vraie émotion, là, plutôt que la rejouer, là. Non, puis en plus, eux disaient que c'était souvent une prise, là, fait que on y allait, puis c'est l'émotion à son stade la plus crue, la plus vraie. Mais bref, je comprends finalement pourquoi que le film est un coup de cœur partout. C'est vraiment quand même feel good. Encore là, ça pourrait être très lourd, mais on n'est pas du tout. C'est juste très divertissant de les voir aller, très, très touchant. Et d'ailleurs, pour les amateurs de potins, j'ai découvert ça. Philippe Robot, en fait, c'est le conjoint de Romane Boringer, qui était une actrice très populaire dans les années 90. Okay. Romane. Donc, pour les plus vieux comme moi, vous savez c'est qui. Donc, je savais pas qui était... Ouais, peut-être si tu voyais son visage, ça dirait quoi, mais elle a comme un peu disparu dans les années 2000, ou en tout cas. Mais bref, fait qu'ils sont ensemble, puis ils ont des enfants ensemble. Fait que, quand même intéressant. Voilà. Oui. Ben, garde, permets-moi de te parler, tant qu'à être dans le 15, rapidement, de Moins que rien 2. Nobody 2, film d'action réalisé par Timo Tchajanto, cet Indonésien. Ça remet en vedette Bob Odenkirk et Connie Nielsen. Bob joue Hutch, un genre d'agent, pas agent secret, mais d'homme de main là, que tu peux engager à la John Wick, là, qui peut péter des gueules puis qui va aller te chercher la petite clé USB que tu voulais. Et à la fin du premier film, il s'était mis un peu dans le pétrin, même en sortant du pétrin, si on veut. Puis il a fait un bold move, et là, on comprend que ça est revenu d'en face, fait qu'il y a des dettes, fait qu'il travaille non-stop à casser des gueules et tout. Puis il sent que sa famille est sur un point de rupture. Alors il dit « Garde, j'ai pas le choix, je prends un break. » On prend des vacances, tout le monde ensemble. Hey, on va aller là où j'étais allé avec mon père, son père joué par Christopher Lloyd. Il nous avait amenés en jeunesse, moi puis mon frère, mon demi-frère. Puis on avait eu full de fun, un genre de resort, mais dans un village un peu perdu qui s'appelle Somerville. Dit, on va aller là pendant une semaine, puis ça va nous reconnecter. Sauf qu'une fois arrivé là, ben c'est le genre de personne, son boss le met en garde, où tu peux pas éviter le trouble va te trouver. Puis c'est exactement ce qui arrive. Il se retrouve dans une ville où finalement il y a de quoi entre la pègre, la police et même une autre mafia encore plus grosse. Il y a un gros cartel. Puis malgré lui, il se retrouve un peu coincé là-dedans et tout le monde est contre lui. Fait que ça donne un film de ta poche. C'est une comédie d'action, donc des personnages sympathiques mais qui se retrouvent à péter des gueules. C'est quand même très efficace. Ça dure 90 minutes à peine, 1h30. C'est pour ça que la prémisse arrive vite. Après 10 minutes, il est dans les vacances, puis là, il est avec son fils adolescent et sa fille un peu plus jeune. Puis ils vont essayer de sortir de cette situation-là en vie, mais quand ça lui prend, il sait se battre. C'est bon. Puis c'est joué par Bob Odenkirk, qui est très, très sympathique. Oui. Est-ce que les scènes d'action sont à la hauteur? Exact, parce que ça, c'est une production de 87 North, donc les mêmes qui font derrière les John Wick, David Lynch. Ouais, c'est ça. Là, je pense j'ai oublié l'autre, là, sinon. Là, ils étaient comme deux ensemble, puis ils font chacun un peu leur projet, mais ça revient... ensemble souvent dans la même compagnie. Oui, c'est ça. Fait que là, ils sont allés chercher ce réalisateur indonésien qui a fait pas mal des films de ta poche, justement. Et pour les scènes d'action, c'est au rendez-vous. On peut plus dire comme hey, c'est les meilleurs que le cinéma a jamais vu. Là, c'est pas vrai, mais elles sont vraiment très bonnes. Odenkirk a dû suer puis travailler fort pour rendre ça. C'est super cool. Beaucoup de scènes aussi, quand même, de fusils puis d'explosions. Puis il se met à voir à un moment donné, il utilise le parc pour faire un genre de Home Alone là, de piège mortel. Là. C'est très sympathique et créatif. Genre mettre des explosifs dans le panier de balles, là, puis des affaires de même. Parce que oui, tout ça mène toujours à une espèce de fusillade où ils vont être 4 contre 35. Là. Au générique, la méga boss russe Coco Crazy, Sharon Stone, excellente là-dedans, elle est complètement Coco Banane folle, donc a tué tout le monde de son passage. Colin Hanks, qu'on n'a pas vu depuis un petit temps, qui joue, fils de Tom Hanks, qui joue le shérif corrompu justement de la ville, qui a une coupe de cheveux haïssable justement. Rasé
sur le cuir, sur le côté, là, ben, ça ressemble un peu à moi avec ma longueuil, mais il y a une manière de la faire que t'as l'air d'un petit arrogant. Genre Matthew Ketchuk, là. Genre ça, là. Brady Ketchuk, là, finalement, les deux. Fait que, voilà, tu sais, c'est un genre de what you see is what you get. Je pense que c'est un petit peu... Il manque un petit peu de chair autour de là sur le personnage. Comme si on n'en rajoute pas à Odenkirk, pardon. Mais Lloyd et Sharon Stone ajoutent beaucoup de magie à leur personnage qui joue avec folie. Fait que il y a même RZA, là, le rappeur qui adore genre les katanas et les films d'arts martiaux. Là. Il en a fait souvent, là, lui, The Man with the Iron Fist puis des affaires comme ça. Là. Fait que c'est lui qui joue son demi-frère qui va évidemment venir... prêter main forte lorsque Hutch en aura bien besoin. C'est tout. Fait que Nobody Too, je recommande pour les amateurs du genre, finalement. Mais je crois pas que ça sera très longtemps au cinéma. C'est le genre de film que, je sais pas, c'est dur à dire, mais ça ramasse un certain montant d'argent, mais comme vraiment plus aux États-Unis. Là. Au Québec, ça rentre souvent, j'ai pas remarqué, mais 4e, 5e, les méchants fait plus d'argent que ça, là, parce que ça attire encore les familles puis tout. Weapons est encore dans les tops au Québec, justement. Je pense qu'à la bicyclette, je n'ai pas vérifié, mais peut-être qu'il fait plus que... Non, quand même pas, parce qu'il doit avoir beaucoup plus moins... d'écran. Ouais, c'est ça. Nobody a quand même beaucoup plus d'écran que la bicyclette. Bref, je dirais pas n'importe quoi. Là, j'ai regardé au début de la semaine, mais j'ai pas noté les résultats. Il n'y a pas d'autres films du 15, donc après une heure de podcast, là, on tombe sur la semaine on va faire ça en 5 minutes. Oui, c'est ça. Tu veux commencer par... revenons à un récit plus humain, lumineux aussi. On ira, Denia Barrow. Ah, OK. Je pensais que tu irais sur Phoenix, en fait. Mais On ira, Denia Barrow, son premier film qui met en scène Hélène Vincent et Pierre Lottin, mais duo qu'on a vu dans Quand vient l'automne de François Ozon, c'est-tu à l'automne dernier, au printemps, en tout cas, dans la dernière année. Et aussi David Ayala, Juliette Gasquet. Le personnage d'Hélène Vincent, Marie, a 80 ans, elle est malade, elle sent qu'elle décline, est tannée, elle décide elle veut aller en Suisse pour demander l'aide médicale à mourir. Mais elle n'a pas le goût de l'annoncer à son fils, qui est quand même un peu un irresponsable, là, qui est une espèce d'enfant adulte. Là. Puis sa petite fille, qui est totalement en crise d'ado à l'aube d'avoir ses menstruations et tout. Parce que je dis ça parce que ça va venir dans le film. Là. Et fait qu'elle va comme inventer un mensonge là, d'héritage non réclamé qu'il faut qu'il aille chercher en Suisse. Puis elle va mettre comme complice le personnage de Pierre Lottin, Rudy, qui est un auxiliaire, dans le fond, qui l'épaule là-dedans. Fait que c'est lui qui va se retrouver à chauffer aussi la vieille caravane. Fait que ça devient un road movie pour aller en Suisse où elle veut demander l'aide médicale à mourir, mais elle n'ose pas le dire à ses enfants. Fait qu'elle n'aura pas le choix, à son fils, sa petite fille, elle n'aura pas le choix de le faire en cours de route, un petit peu. On l'a dit, très humain, très beau. Ça a quand même... ça a beaucoup ça fait jaser beaucoup en France ces temps-ci, l'aide médicale à mourir. C'est pas juste cette semaine, là, mais depuis un certain temps. Et c'est pas anodin, il y a un autre film cette semaine qui traite de ça aussi. Il y en avait un de François Ozon, d'ailleurs, qui en parlait avec les deux sœurs, puis le père qu'il fallait qu'il amène là-bas, parce que c'est comme illégal faire ça, parce que tu passes d'un pays à l'autre. Mais c'est très proche, fait que c'est assez populaire, autant pas aussi populaire que Taylor Swift, mais il y a une certaine popularité à demander ça. C'est dans les conversations, nous, c'est légal, je pense, mais c'est pas n'importe qui. Ouais, puis il faut que tu sois apte à prendre la décision, là, évidemment. C'est encadré, mais effectivement, c'est un gros débat en France. Puis Où vont les âmes, c'est ça? Ouais, Où vont les âmes, là, le film que Brigitte Poupard réalise, qui va prendre l'affiche à l'automne, traite de ça aussi, mais là, ça va être encore plus polarisant parce que c'est une jeune qui le demande. Là. On s'en reparle en novembre. Mais voilà, fait que je sais pas si tu voulais ajouter autre chose sur écoute, On ira. Tu l'as dit, le film fait jaser, mais connaît un succès aussi vraiment en France. C'est un des succès surprises comme à bicyclette. Fait que coup sur coup, on a comme les deux films français qui sont des grands succès. Écoute, moi, j'ai bien aimé. Je trouvais ça très sympathique, très classique, mais bien fait. Hélène Vincent, elle brille vraiment dans le film. Et Juliette Gasquet, moi, ça a été la découverte, celle que je voulais ado. J'ai trouvé très naturelle, très bonne.
Fait que je pense qu'un beau film à voir qui peut peut-être susciter des discussions, mais je pense que ça mérite d'être vu. Puis c'est un beau film, on se promène justement à travers la France jusqu'en Suisse. Fait qu'on arrête dans toutes sortes de coins qui sont intéressants à voir. Une belle séquence aussi avec des gitans. Ouais. Fait que moi, vraiment une belle surprise. J'avais aucune idée a priori qu'est-ce que j'allais voir. Et j'ai vraiment été touché. Puis j'ai passé un bon moment. Ouais, puis je dirais, tu sais, ceux qui ont... Enfant fort a eu un gros succès quand même en février quand c'était sorti. Puis il y avait Pierre Lottin dedans aussi. Puis c'était un peu le même genre de personnage. Ou en tout cas, disons, on est très attaché à son personnage qui est totalement imparfait, là, lui aussi. Là, c'est pas un très bon auxiliaire. Là. Le film commence, puis on comprend qu'il a fait des bêtises. Et d'ailleurs, ça confirme vraiment qu'il est rendu une des grosses têtes d'affiche là-bas, parce qu'on ira un succès en fanfare. Et nous, on les a pas eu ici, mais il joue dans une série qui s'appelle Les Tuches. Ah oui, OK. Qui est hyper connu là-bas. D'ailleurs, il y a un nouveau là, qui est sorti, God Save the Tuche, qui est comme le plus gros film, le succès français. Je pense que c'est le 4 ou le 5, en tout cas, je sais plus. OK, puis Pierre Lottin est là-dedans. Oui, il est là-dedans. Puis, mais là, il y a un fun fact. Je savais pas que Pierre Lottin était là-dedans. Ouais. Sauf que Enya Barou, oui. elle est la fille du comédien humoriste Olivier Barou. On a moins vu ses films récemment. Puis lui vient du duo qui s'appelait Cad et Olivier avec Cad Merad. Puis eux, ils sont dans les tuches, là, tout ce monde-là. Là. Et non seulement ça, mais... Fait que je savais pas que Pierre Lottin aussi était Enya là. Barou était assistante réalisatrice des films des tuches. C'est comme ça qu'elle a connu ça. Pierre Lottin. Je pense que c'est son lit d'amitié. Et elle avait dit, lorsqu'un jour je vais écrire mon premier film, je vais t'offrir un rôle dedans. Et promesse tenue. Et même chose pour Hélène Vincent, en fait, elle s'était commise 5 ans avant le tournage du film. Ah ouais, OK. Donc, ça a été comme un projet qui était longtemps en gestation et inspiré, en fait, de la mort de la grand-mère d'Enya Barou, de la scénariste-réalisatrice. OK. Donc, elle a écrit cette histoire-là suite au décès de sa grand-mère, comme ça. Et elle s'est inspirée de Little Miss Sunshine pour son film. Un peu donc, ça peut être un bon comparable, effectivement, où c'est plus les personnalités qui drive l'histoire elle-même des situations. Là. Mais tu vois, j'avais pas fait le parallèle. Puis une fois que tu le dis, je le vois à 100%. Mais c'est donc d'une bonne chose, parce que c'est un très bon film, Little Miss Sunshine, puis les imitations ont rarement été réussies. Puis là, ça en est une, mais j'ai pas vu, ça semblait pas être un pastiche non plus, genre. Fait que, c'est une belle... Parce qu'on reprend pas la même histoire d'aller à un concours puis telle affaire, mais oui, de mettre... une famille dysfonctionnelle, c'est ça, qui veut se rendre à quelque part. Mais là, c'est surtout par le lourd secret de pourquoi finalement on s'en va en Suisse. Donc, à voir, on ira. Moi, je le conseille fortement. Revenons ici du côté du Québec et de Québec même, avec Phoenix de Jonathan Beaulieu-Cyr. Oui, première réalisation solo, lui qui avait co-réalisé Mad Dog Labine. On retrouve au générique Maxime Genois et Evelyne Brochu, qui sont aussi deux comédiennes natifs de la ville de Québec. J'ai refait mes recherches. Evelyne aussi vient de Québec. Axel Leblanc, acteur inconnu jusqu'à maintenant, qui va jouer l'adolescent, mais pas n'importe quel adolescent. Il joue pas mal Jonathan Beaulieu-Cyr quand il était adolescent, donc on est dans un drame biographique, mais on dit pas... En tout cas... on dit c'est biographique, mais souvent que je me suis mêlé parce qu'on dit biographique quand c'est Maurice Richard. Là, mais là... inspiré de sa vie. Oui, c'est ça. Voilà. Fait que ça se situe à Valcartier, donc sur la base militaire à Québec, au début des années 2000, quand c'est à peu près l'été avant qu'il y ait un prochain déploiement en Afghanistan. Fait qu'on va suivre une famille où il y a des plus jeunes enfants, mais principalement l'adolescent, sa relation avec son père puis sa mère, avant que justement son père soit déporté. Puis là, on comprend que ça brasse. Là. C'est ça, c'est pas juste parce que souvent les militaires, c'est beaucoup des formations, va à Terre-Neuve, va à telle place, puis des fois dans le désert, autre chose. Puis c'est ça, c'est pas une simple mission de paix ou juste politique ou quelque chose comme ça. Il y a des morts, ça se peut que ça brasse, c'est vraiment une zone de conflit, zone de guerre. Fait qu'on le sent avec tous ses autres compatriotes militaires que, c'est chaud. Fait que, puis il est un peu mais pas en froid, mais distant avec son fils. Son fils est beaucoup plus proche de sa mère, protégé par sa mère. Fait que là, il essaie de se rapprocher de lui. Puis ce qu'il va faire, c'est décider d'aller entraîner l'équipe de soccer
très mauvaise dans laquelle son fils joue. Son fils, par contre, qui est doué, mais dans une mauvaise équipe, puis il va commencer à les coacher pour essayer de s'en rapprocher, puis de leur apprendre des belles notions par rapport d'humilité par rapport à la défaite, puis du travail d'équipe, etc. Fait que c'est un film sur des militaires, mais c'est pas un film de guerre. On va les voir s'entraîner, mais il n'y aura aucune scène avec des armes à feu. C'est pas non plus un drame sportif là, où il faut qu'ils se rendent au championnat, puis etc. C'est plus un drame familial. C'est filmé d'une manière très intimiste, la manière que le flou, la caméra à épaule est utilisée, les jeux de son et tout. On sent que c'est très nostalgique et sensationnel dans le sens qu'il y a beaucoup de sensations dedans, il y a perception, on est comme un... Il y a un peu le côté de regarder des diapositives là, chez tes grands-parents. Là-dedans, dans la... on a fait un épisode, c'est toi qui as eu la chance de jaser avec l'équipe, puis Evelyne Brochu le mentionne, elle dit c'est sûr que toute la direction artistique aidait beaucoup parce qu'on se ressentait dans cette période-là qui était la vie de Jonathan quand il était jeune. Tu sais, les noms sont changés, mais... Même ce qu'on comprend de l'entrevue, c'est assez histoire, fidèle à son histoire, exactement. Il prend des libertés sur les dialogues, évidemment, de ses parents puis ces affaires-là, puisqu'il n'était pas là tout le temps, mais voilà. Donc, oui, écoute, Phoenix, ce qui est intéressant, je pense que l'intérêt, c'est de lever le voile un peu sur ces familles-là de militaires. Écoute, c'est pas une vie facile. Moi-même, j'ai un ami qui était soldat, qui a fait des missions un peu partout. Fait que je pouvais très bien avoir de l'empathie envers ce que ces gens-là vivent. Donc, fait que c'est intéressant parce que c'est vraiment un monde quand même fermé. C'est une petite communauté, une confrérie aussi. Nécessairement, quand tu fais un métier dangereux comme ça et hors norme, ils vivent pas les mêmes choses que nous. Et tout ça fait avec subtilité, avec luminosité, parce que ça peut être encore là un sujet lourd, mais vraiment pas. Puis je trouve que c'est un film je l'utilise dans l'entrevue, qui est fait avec bienveillance. J'ai beaucoup aimé les scènes justement plus intimes entre Maxime et Evelyne. La façon que c'est fait. Ouais, la scène avec quand elle roule de la monnaie là, sur le lit, puis tout, c'est tellement vrai. Là, oui, c'est ça. Tout sonne vrai. Le couple, la relation avec l'enfant, Axel Leblanc, d'ailleurs, très bon jeune comédien. Ils l'ont déniché lors d'auditions, mais très, très bon. Donc, mais c'est un récit très intimiste, à plus petit budget, ça se sent, mais ça n'enlève rien quand même à la qualité émotionnelle du film. Puis Maxime Genois, qui est un comédien moins connu quand même, là, mais il est très bon là-dedans. Oui. Dans la dernière année, je l'ai remarqué beaucoup dans des rôles secondaires. Des fois, il était aussi dans le film là, de la gang de chasse là, qui arrivait à un accident très, très mythique. Là. Je me souviens plus comment ça s'appelait, avec Bruno Marcil puis Naima Ricci. Là. Puis il y a des personnages là-dedans, puis dans d'autres trucs. Puis là, en regardant sa filmographie, je fais « OK, je l'ai déjà vu. » Tu sais, j'ai déjà vu plein de films de lui, mais sans le remarquer. Mais là, ça permet de vraiment apprécier son jeu d'acteur, son talent, ce qu'il dégage à l'écran. Voilà. Bon, des autres sorties de la semaine, je parle rapidement. Aimons-nous vivants de Jean-Pierre Améris, qu'on se souvient de lui pour Les Émotifs Anonymes, ou plus récemment Marilyn et son juge. C'est l'autre film qui traite de l'aide médicale à mourir, mais d'un autre angle cette fois-ci, beaucoup plus comique directement. On est dans le train pour Genève. Lui, c'est Gérard Darmon qui joue Antoine Toussaint, qui est une idole, une grande vedette de la chanson française, mais qui a eu un accident cardiovasculaire, puis là, il est plus ce qu'il a déjà été, fait qu'il veut juste demander l'aide médicale à mourir parce qu'il n'y a rien d'autre que le showbiz, fait que s'il n'est pas capable de le faire, ben ça vaut plus la peine. Mais dans le train, il va rencontrer Victoire, qui est jouée par la pétillante Valérie Lemercier. Puis elle est comme en... comment on dit ça? Non... elle a un droit de sortie de prison là, pour aller assister au mariage de sa fille, puis leurs destins vont un peu se croiser, puis elle va essayer de l'emmener dans son histoire à elle, parce que ce serait donc bien cool qu'elle arrive au mariage de sa fille avec lui, puis qu'il chante la chanson parce qu'il y avait une chanson marquante, parce que tout le monde des chansons marquantes des grands chanteurs-chanteuses, là, mettons. Fait que lui, ben, ça va comme retarder son rendez-vous pour demander la mort, fait qu'elle va se retrouver amenée avec ses papiers, ces choses comme ça, fait qu'il va être obligé d'interagir souvent de retour avec elle
jusqu'à temps que chacun apprenne un peu le secret sur l'un et sur l'autre. Ben, lui, son secret étant qu'il demande l'aide médicale à mourir, je vais vous préserver de son secret à elle. Fait que ça donne une comédie sur fond de aide médicale à mourir, mais on est moins dans comme l'attaque mais pas des valeurs, mais de genre la charge émotive que cela amène, qu'on traite beaucoup plus dans On ira, ben là, c'est un peu moins véhiculé là-dedans. Fait que c'est pas tout à fait un vaudeville, c'est plus une comédie sentimentale, mettons, entre les deux personnes. Fait que voilà, très sympathique. Je lui prévois un certain succès pour un public peut-être un peu plus âgé, plus des projections d'après-midi et autres, mais je crois qu'il peut, s'il rejoint son public, les gens vont être quand même charmés par un film plus léger quand même là-dedans. Puis, tu sais, il faut pas essayer de lire entre les lignes, là, parce que des fois, on a eu des films qu'on disait plus légers que c'était vraiment pas bon, là, mais ça se défend. Là. C'est juste que c'est pas, ça nous a moins touchés, nous. Ben, tu l'as pas vu, mais ça t'aurait moins touché. Ouais. On est plus On ira, nous deux, que Aimons-nous vivants, mais ça existe. Sortie très limitée de Honey Don't, Honey No de Ethan Cohen. C'est sont pas à suivre, mais c'est son deuxième film de son annoncé trilogie de genre détective, lesbien, etc. Ouais. Fait qu'il avait sorti il y a 1 an à peu près Drive Away Dolls, Fille en cavale. Margaret Qualley est de retour ici au générique avec Aubrey Plaza, Chris Evans qui est dans son era post-Marvel et qui joue des choses autres. Charlie Day aussi de la série Always Sunny in Philadelphia. Fait qu'une détective privée enquête sur une série de morts étranges liées à une église mystérieuse où Chris Evans est le genre de gourou. Fait que, sortie assez limitée de fin d'été. Il faut dire que le premier avait eu un succès mince. Là. Je dirais pas qu'il y a eu un succès, en fait. Là. Fait que je pense que lui aussi, on a quelques écrans. Fait que hâtez-vous si ce genre de film vous intéresse, parce que je pense que dans la pléthore de films qui s'en vient, il va y avoir de la misère à se garder à l'écran bien, bien longtemps. Florent Volant, Inou, beau documentaire de Isabelle Longnus sur Florent Volant, ce pionnier de la musique de la nation Inou, cofondateur du duo Cache-Tine et du très grand festival Inou Nikamu, qui fêtait récemment son 40e anniversaire d'ailleurs. Florent Volant a fait un AVC en 2021. Et le documentaire, donc, s'entretient avec lui après cette période-là, donc avant l'enregistrement d'un nouvel album, le temps un genre de tournée où il est invité dans plusieurs événements, notamment quand le pape est venu faire des excuses, le pape François. Fait que c'est pas un documentaire où on interviewe tant que ça d'autres gens pour qu'ils nous parlent de Florent Volant. Il l'a un petit peu, surtout vers la fin. C'est parce qu'il reçoit un prix à Petite-Vallée. Richard Séguin qui parle un peu de lui. Mais c'est beaucoup, on suit Florent, puis lui il nous parle de sa jeunesse, de comment c'est arrivé, mais de où est-ce qu'il en est maintenant. Parce que suite à son AVC, ben, il y a de la misère à marcher, il y a un bras qui est un peu paralysé. Fait qu'il chante encore, mais il veut réapprendre à jouer de la guitare, il veut pouvoir marcher. La relation avec le territoire est très importante. Fait que on aborde des thèmes sociaux, mais c'est pas un film qui a un message social qui veut revendiquer si fortement que ça. Là. Fait que c'est beaucoup sur le personnage que j'avoue que c'est un artiste que je connais de nom, je connais certaines chansons, je connais pas les paroles, mais j'ai été très intéressant. Cela dit, c'est pas un film qui est super esthétique, là. Ça s'est filmé... voici je filme et ils sont là dans leur studio, dans leur affaire. Quelques shots de drone là, de nature qui sont utilisés pour parler du territoire qui sont belles, mais c'est pas un film où la caméra se laisse aller et tout. Et la raison pourquoi je pense que ils ont réussi à avoir cette intimité-là, c'est que Isabelle Longnus connaît Florent Volant depuis 2017. Elle a réalisé plusieurs de ses vidéoclips. Fait que je pense qu'il y avait déjà une barrière qui était ouverte. Fait que c'était plus facile de se livrer à elle à ce moment-là. Fait que très bon documentaire pour tous ceux qui sont intéressés. J'ai comme tout bon docu québécois, Isabelle fait une tournée, pas Florent parce que justement c'est un peu rough pour lui, mais Isabelle fait une tournée promotionnelle avec des séances de questions-réponses partout au Québec, partout où le film joue, j'imagine. Et toi, en tant que musicien, tu trouvais des choses intéressantes à ce niveau-là? Il parle, un peu de le fait qu'à un moment donné, avec son fils, parce que c'est très familial,
ils ont bâti leur propre studio de musique, puis ils font leurs projets ensemble, puis ils réalisent pour d'autres et tout. Mais tu sais, il va pas parler de son processus de création tant que ça, plus qu'est-ce qui l'inspire pour ses paroles et tout, mais on n'est pas dans le genre « Ah oui, cette tune-là, je l'ai écrit, j'avais entendu ça. » Je l'ai écrit en 2 heures après m'être promené. Ouais, c'est ça, tu sais. Je pense que sa musique vient beaucoup de ses textes, fait que je pense que ça commence beaucoup par les textes, puis après, ils vont coller des musiques à ça. Mais, tu sais, je veux dire, moi, je suis un musicien de formation et amateur, mais j'écoute pas tout, puis tout le temps. Je suis pas le plus grand musicologue ou amateur qui découvre toutes les bandes et les affaires. Fait que, tu sais, Florent Volant, ça jouait à la maison. Je me souviens que ma mère aime beaucoup ça, mais je le connais pas tant que ça. Fait que j'étais intéressé de découvrir plus la personnalité. Moi, je suis plus de l'école. De la génération Elisapie Isaac, ça, je l'écoute beaucoup plus. Son album de reprise aussi est super cool. Là. Puis que je l'ai vu en spectacle 2-3 fois. Fait que je connais moins Florent Volant, mais je le sais que pour elle, pour cette génération-là des quarantenaires, ben, cet homme-là de plus 65 ans, ben, c'est lui leur modèle. Là, puis quand il croise des gens de la communauté, ben, c'est tout le temps, t'es mon idole, là, c'est toi qui a brisé les barrières avec Philippe Mackenzie. Là. C'est ça, Philippe? Claude Mackenzie? En tout cas, les Mackenzie, puis lui. C'est tout. S'il y a d'autres sorties, c'est plus limité. Puis je pense qu'on est dans nos records de longueur, là, outre peut-être l'épisode de Mission Impossible avec André. Vous pouvez faire un autre tour du bloc, c'est ça. Beau. Puis voilà, la semaine prochaine, le 29 août, j'ai oublié de noter, il y a encore plein de films, mais il y a entre autres Cough Stealing, Pris au piège de Darren Aronofsky, qui s'attaque à un genre qu'on l'a jamais vu faire avant. Plus une espèce de comédie criminelle, là, comédie noire. Là, je pensais à Big Lebowski. Ouais, c'est ça, de gars, d'anciens joueurs de baseball, ça, j'aime ça. Voyons, joué par Austin Butler, qui est pogné dans une gamique où tout le monde y court après pour avoir le magot. Puis j'ai un blanc sur c'est quoi les autres sorties. Y a-tu un film québécois? Je sais plus. Hey, on s'en reparle la semaine prochaine. Pour nous contacter, écrivez-nous balado@monciné.ca. Suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Allez écouter notre entretien avec l'équipe de Phoenix. Il n'y a pas de spoiler non plus dans l'entrevue, fait que vous pouvez l'écouter avant d'aller voir le film pour vous convaincre. Et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et si jamais vous devez parler à de l'assistance en ligne, demandez si une Tina y travaille. Ça peut être le début d'une belle aventure. Hey Pat, ça enregistrait pas.